Salam alaikum. Professeur Danoun Redouane de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, responsable du module mathématiques financières, semestre 2. Alors, la dernière séance, nous avons parlé de ce fameux zéro. Le principe, c'est qu'une fois que j'ai tout remboursé, il ne me reste plus rien à rembourser. Le capital dû doit être égal à 0. Le client a droit à voir ce zéro-là. Il ne doit plus rien à la banque. Seulement ce zéro, dans le 99,99% des cas, vous n'allez pas le voir. Pourquoi? Pas pour des raisons financières, mais pour des raisons techniques. Alors, voilà le marqueur. Oui. Dans ce cadran-là, on va voir l'opération suivante. L'opération suivante. Alors, ça c'est pour dire que l'ennemi numéro 1 du financier, c'est la division. Il faut faire attention avec. On va essayer de calculer de deux façons, 1/4 plus 3/4. Et ça, c'est la deuxième façon. Alors, la première façon, c'est en utilisant les fractions. Nous avons la somme de deux rapports qui ont le même dénominateur. Donc, ceci, nous l'avons vu au collège élémentaire. Ça fait 1 plus 3 divisé par 4. Donc, c'est égal à 4 divisé par 4 et c'est égal à 1. Un vrai 1. Vous allez comprendre le sens de un vrai 1, c'est quoi? Maintenant, au lieu de faire, et pour calculer ça, je vois que ça c'est un rapport, c'est une division, ça c'est un rapport, c'est une division, mais puisque nous avons le même dénominateur, au lieu d'effectuer deux divisions, nous avons fait qu'une seule division. Essayons de faire deux divisions maintenant. À quoi est égal 1/4? Ben, il est égal à 0,25. Plus, à quoi est égal 3/4? Ben, il est égal à 0,75. Et à quoi est égal 0,25, 0,75? Ben, il est égal à 1. Patientez, s'il vous plaît. Ça paraît très élémentaire, mais vous allez voir. Donc, je vois que je fasse deux divisions ou que je fasse une seule division, je trouve toujours le même résultat, 1. Et j'insiste sur cette idée-là. C'est un vrai 1. Par contre, alors qu'est-ce que je vais faire? Ça. Par contre, si j'ai à calculer un tiers plus 2 tiers, de deux façons, on va voir. Ben, 1 tiers plus 2 tiers, même chose ici, sont deux fractions qui ont même dénominateur, ça va donner 1 plus 2 sur 3 est égal à 3 sur 3 est égal à 1. Et j'insiste, c'est un vrai 1. Par contre, si je fais 1 tiers, cette première division, ben, ça va me donner sur la machine 0,3, etc. Plus, à quoi est égal 2 divisé par 3? Ça va me donner 0,6, etc. Et quand je fais la somme, ça va me donner 0,99, etc. Vous allez me dire, on arrondit, ben, vous pouvez arrondir. Si vous arrondissez, on va écrire à peu près égal à 1, mais c'est pas un vrai 1. C'est pas un vrai 1. Donc, j'espère que l'idée maintenant est claire. La division, plus je fais de divisions, plus je risque de ne pas obtenir la valeur exacte. Ceci se passe lorsque la division me donne un certain nombre de chiffres après la virgule. Alors que, en finance, on travaille qu'avec de l'argent, et l'argent, ça s'écrit partout de façon universelle avec deux chiffres après la virgule. C'est clair ce concept maintenant. Quand je fais la division, quand je fais des divisions, je risque de ne pas tomber sur la valeur exacte. Ben, c'est ce qui se passe dans notre tableau d'amortissement. Je vous rappelle que l'annuité, à partir de la formule V0 est égal à A facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I, on va calculer l'annuité. Ben, l'annuité, elle est égale à V0 fois I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Alors, pour calculer le A,
on a fait combien de divisions? On va faire deux divisions. Deux divisions, ça c'est la première. Et moins n, 1 plus i à la puissance moins n, c'est 1 sur 1 plus i à la puissance n. Donc ça fait la deuxième division. Alors pour calculer a, on doit faire deux divisions. À 99, d'après ma petite expérience, à chaque fois que je calcule la nuitée, je trouve que la nuitée est égale à une partie entière, virgule, des chiffres après la virgule. Or, le client ne va payer que la partie entière avec les deux chiffres après la virgule. Donc, la nuitée, ça sera pas une valeur exacte. On va prendre une valeur approchée de la nuitée. Clair? Au lieu que ça soit A est égal la partie entière virgule, tous ces chiffres après la virgule, on ne va se contenter que de ces deux premiers chiffres. Donc, on ne prend pas la valeur exacte complète de A, mais on va prendre une valeur approchée. Alors, ceci, comment va se répercuter sur notre tableau d'amortissement? Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'amortissement, c'est l'annuité diminuée de l'intérêt. L'amortissement, c'est l'annuité diminuée de l'intérêt. Alors, puisque l'annuité, on a dit que l'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt, diminué de l'intérêt. Puisque l'annuité n'est pas exacte, il est approché, ben l'amortissement qui découle de l'annuité, lui aussi à son tour, il sera approché. L'amortissement, il est approché. Plus que ça. À quoi est égal le capital dû en fin de période? Capital dû fin de période. N. Ou bien I. De la période I. Ben, elle est égale au capital dû au début de la période I, moins l'amortissement I. Et puisque nous avons vu que l'amortissement est approché, ça veut dire que le capital restant dû sera une valeur approchée. Reprenons notre tableau d'amortissement. Je vais reprendre toutes ces idées-là. Donc je dis que l'annuité sera approchée. L'amortissement, qui est calculé à partir de l'annuité, c'est l'annuité diminuée de l'intérêt, puisque l'annuité est approchée, donc l'amortissement sera approché. Et le capital restant dû, c'est le capital restant dû du début de période, moins l'amortissement qui est approché. Donc C1 sera approché. Le C2, il est calculé en fonction de C1 qui est approché. Donc C2 sera approché, etc. jusqu'à le Cn, qui sera égal à Cn-1 qui est approché, et ça va me donner un 0 approché. Donc ça sera 0,2 chiffres après la virgule, et ça sera pas un 0. Ça fait une trentaine d'années que je fais ce métier. À chaque fois que j'établis un tableau d'amortissement, je trouve qu'à la fin, il reste un 0,01, 0,02. J'ai jamais vu 5 centimes. En général, c'est 1 centime, 2 centimes qui restent. Or, le client, c'est son droit de voir son 0. Parce que s'il reste encore 1, avec le temps, ça peut produire des intérêts. Et c'est clair que au bas du tableau d'amortissement, le client doit voir 0 parce que après avoir tout remboursé, il me reste combien à rembourser? 0. Donc la banque doit corriger cette anomalie qui vient d'un problème technique. C'est pas un problème financier. C'est à cause de la division. C'est la division qui fait que, au bas du tableau, on va pas avoir ce 0. Alors pour avoir ce 0, en général, la banque vient au niveau de la première ligne pour corriger l'intérêt. Et une fois que ça va se répercuter sur le reste du tableau, à la fin, on va trouver notre 0. On va le voir dans les prochains calculs. Bien. Alors maintenant, ça c'était le concept général du tableau d'amortissement. Notez que ce tableau d'amortissement est hors taxe. Il y a une colonne qui n'apparaît pas. Le problème des ouvrages de mathématiques financières et la plupart des matières financières, les formules qu'on vous donne, ce sont des formules hors taxe. Et lorsqu'on va passer à l'élaboration d'un tableau d'amortissement réel, il va falloir prendre compte de l'incidence fiscale de la TVA. Donc là, il y a absence de la TVA. Et c'est clair que l'annuité, qu'est-ce que c'est que l'annuité? C'est ce que le client doit payer. Alors le client doit payer combien? Il doit diminuer la dette, il doit rembourser sa dette. C'est l'amortissement. Plus il doit payer le service et après il doit payer la TVA. C'est la partie tiers, c'est l'État.
Donc l'annuité, on va voir que l'annuité, c'est quoi? C'est l'amortissement plus l'intérêt plus la TVA. Ça, c'est hors taxe. Bien. Il y a combien de façons de rembourser un prêt? Il y en a plusieurs. La méthode la plus fréquente, c'est à annuité constante. Et c'est utilisé pour tous les salariés sans exception. Un salarié touche son salaire à la fin du mois, donc il doit payer par mois, à la fin de chaque mois. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi? C'est pas négociable la période. Imaginez que j'ai un salaire de 100 dirhams par mois. Un concept qu'il faut maîtriser. Je vous pose la question suivante. Avec ce salaire, combien de crédits puis-je avoir en cours? 1, 2, 3, 4, 5. Cette question n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce que le nombre de crédits n'a pas de relation avec le montant. J'ai autant de crédits, ça dépend, c'est question de loi. La loi, qu'est-ce qu'il dit, la loi? La loi dit que la mensualité, ou ce que doit payer le client, ne doit pas dépasser le 45% de ses revenus. Ben, c'est ça qui va déterminer le nombre de crédits que je peux avoir. Alors, puisque je touche, par exemple, je parle toujours en pourcentage, 100 dirhams, ben, j'ai un crédit 1 où je paie 3 dirhams par mois. Ceci, je suis encore loin de 45, les 45% de mon revenu. Je peux avoir un deuxième crédit. Je peux avoir un énième crédit. La condition, je peux avoir autant de crédits que je veux, à condition que la somme des mensualités ne dépasse pas le 45% de mon salaire. Bien. Alors, imaginez maintenant que j'ai un crédit dont la mensualité est exactement 45 dirhams, le plafond. Et je demande à la banque, au lieu que la période soit mensuelle, je voudrais payer moi par trimestre. Ça revient au même. Ce ne sont pas des mathématiques financières, ce sont des concepts financiers. Si je paie par mois 45 dirhams, par trimestre, je vais payer combien? 3 fois 5, 15, 3 fois 4, 12, et 1, 13. C'est la même chose. 45 fois 3, c'est pas la même chose pour la banque. Ici, la gestion du risque. Le risque est égal à 0, alors que là, le risque est très élevé. Le client va tomber sûrement dans un impayé. Parce que, puisque moi je touche 100 dirhams, et que ma mensualité est de 45 dirhams, il va y avoir un prélèvement à la source. Lorsque moi je vais rentrer dans mon compte, je vais trouver combien d'argent? En supposant que j'ai pas fait d'économie. Je vais trouver 55 dirhams. Les 45 ont déjà été prélevés par la banque. Par contre, et la banque est sûre moi je tomberai jamais dans un impayé. Par contre, si il m'accorde de payer par trimestre, ça veut dire 45 fois 3. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que moi, en tant que personne physique, je suis pas censé être un bon gestionnaire. Le premier mois, j'ai touché 100 dirhams et j'ai tout dépensé. Le deuxième mois, j'ai touché 100 dirhams de salaire et j'ai tout dépensé. Et le troisième mois, la banque va se retrouver avec 100 dirhams, même pas de quoi payer la première trimestrialité. Donc, il va courir un risque. C'est pour ça que les personnes physiques, ils doivent tous rembourser leur dette par mois lorsqu'ils touchent le salaire, et il va y avoir prélèvement à la source. Comme ça, il n'y a pas de risque d'impayé. Bien. Autre chose, c'était quoi? Alors, donc, le plus pratiqué, c'est le crédit remboursé à annuité constante. Annuité constante. La question qui se pose maintenant, c'est lorsque l'annuité est constante, comment se comporte l'amortissement? De combien je diminue ma dette? À chaque fois, on doit se poser cette question. Il y a plusieurs façons de rembourser un crédit. On peut le rembourser à annuité constante. Ben, si l'annuité est constante, comment se comporte l'amortissement?
Deuxième façon de rembourser, c'est pour les entreprises. Ils peuvent rembourser un crédit à amortissement constant. Et bien, lorsque l'amortissement est constant, comment se comporte l'annuité? Il faut toujours trouver cette relation qui lie l'annuité à l'amortissement. L'annuité, c'est ce que je paie à la fin de chaque période, et l'amortissement, c'est de combien je diminue ma dette. Et ils sont reliés par la formule, l'amortissement est égal à l'annuité moins l'intérêt hors taxe. Donc, une fois que j'ai une information sur l'annuité, je dois voir comment se comporte l'amortissement. Ben, on va le voir dans le cas où l'amortissement est constant. Ben, lorsque l'amortissement est constant, plutôt l'annuité est constante, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'annuité pour la PM période est égale à CP moins 1 fois I plus MP. Pourquoi? Je vous rappelle, quelle est l'annuité de la PM période? La voici. Voici la PM période. Alors, combien je dois au début de la période? Je dois, capital du début de période, je dois CP moins 1. L'intérêt, c'est CP moins 1 fois I, et l'amortissement, c'est MP. Par conséquent, l'annuité, c'est CP moins 1 fois I plus MP. C'est ce que j'ai écrit sur le tableau pour pouvoir faire les calculs. CP moins 1 fois I plus MP. Que voici. À quoi est égale l'annuité de la période P plus 1? Ben, AP est égal à CP moins 1, donc ça sera CP fois I plus PP, MP plus 1. Bien. Ça veut dire quoi, annuité constante? Ben, annuité constante, ça veut dire que l'annuité AP est égale à l'annuité AP plus 1. Et par conséquent, je déduis que il y a égalité entre ces deux expressions. Donc, je vais avoir CP moins 1 fois I plus MP est égal à CP fois I plus MP plus 1. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la relation entre les amortissements. Ben, lorsque vous avez un caillou dans votre chaussure, qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut l'enlever. Mon caillou, c'est quoi? Ce sont ces capitaux-là. Je dois les enlever parce que je veux avoir une relation entre les amortissements. Or, il y a une relation qui lie le CP à CP-1. Ben, je sais que CP est égal à CP-1 moins MP. N'est-ce pas? Moins MP. Et remplacer CP-1 par sa valeur. Ou bien CP par sa valeur. Donc ici, je vais avoir encore CP moins 1 fois I plus MP égale à combien? À CP fois I. Ben, CP fois I, si je multiplie par I, ben, ça sera, je vais voir apparaître I de ce côté et un I là. Ce qui s'écrit maintenant, CPI, ça sera CP moins 1 fois I moins MPI plus MP plus 1. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai un CP-1 fois I de ce côté et un CP-1 fois I de ce côté que je peux simplifier. Il me reste MP et MP là. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Je vais faire venir le MP de ce côté et il va me rester que MP plus 1. MP plus 1 est égal à MP plus 1. Celui-là, il vient là. Ça sera MP plus MP fois I. Donc, je peux factoriser par MP. Ça sera MP facteur de 1 plus I. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une beauté de formule, celle-là, qui me dit quoi? Il faut le dire maintenant en français, en arabe, il faut le traduire. Il me dit que lorsque l'annuité est constante, il y a une relation entre les amortissements. C'est que chaque amortissement, MP plus 1. MP plus 1 est égal à MP. Chaque amortissement est égal à l'amortissement précédent. Multiplié par une constante, 1 plus I. 1, c'est une constante, et le taux, normalement, est constant. Et il est constant
du moins par palier, par intervalle. Parce que lorsque vous signez un contrat, la banque va vous proposer, est-ce que vous optez pour un taux fixe ou un taux variable? Ben, taux fixe, c'est clair, il sera fixe durant toute la durée du crédit et ça sera constant. Alors le 1 plus I, c'est toujours une constante. Et taux variable, je veux pas rentrer trop dans les détails de taux variable parce que, en fait, c'est un piège plus qu'un avantage. Taux variable, ça veut dire que si jamais, c'est comme ça comment la banque va vous le présenter, il vous dit, maintenant vous commencez avec le taux I, mais si jamais il y a diminution du taux, ben ça va se répercuter sur votre annuité, vous allez payer moins. Mais on vous parle pas si jamais le taux va augmenter. Et lorsqu'il diminue, ça va diminuer de combien chez vous, et lorsque ça augmente, ça c'est un autre thème. Mais, je vois que 1 plus I, ça sera toujours constant sur des périodes. Alors, quelle est la lecture de cette formule? C'est que chaque amortissement est égal à l'amortissement précédent multiplié par une constante. C'est là où on peut parler un peu de maths. En mathématiques, au lycée, on nous a appris que lorsque j'ai une suite UN est égale à UN moins 1 fois Q, je dis que ça, c'est une suite géométrique. Ça veut dire que chaque terme est égal au précédent multiplié par une constante. Je peux écrire UN en fonction de UN. Ben, UN est égal à UN moins 1 fois Q à la puissance combien? À la puissance 1. Ça, c'est pour les étudiants littéraires, pour qu'ils apprennent facilement les formules. À quoi est égal 1? Ben, remarquez que 1, c'est l'indice du premier membre moins l'indice de ce second membre. Donc, ici, c'est toujours fois Q. Ben, Q à la puissance combien? Ben, ça sera toujours l'indice du premier membre moins l'indice du second membre, ça sera N moins 1. De là, je vois les formules de mon cours. L'idée générale, c'est de dire que lorsque l'annuité est constante, l'amortissement se comporte en suite géométrique. Première formule. MP plus 1, c'est un amortissement, est égal à MP. MP, c'est l'amortissement précédent multiplié par 1 plus I. Deuxième formule, ceci nous l'avons vu au lycée. Un amortissement, je peux l'exprimer, un terme, je peux l'exprimer en fonction du premier terme. Et ça sera MP plus 1 est égal à M1 facteur de 1 plus I à la puissance. Ne vous inquiétez pas pour la puissance, c'est toujours l'indice du premier moins l'indice du deuxième. Malheureusement, les ouvrages de mathématiques financières s'arrêtent là. Voilà. Et on passe à un autre paragraphe. Comme je dis à mes étudiants, ce que je vous montre, ça c'est mon cours, mais c'est du plagiat et c'est normal. J'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que je dis à mes étudiants que ce qu'on vous apprend a quelques siècles d'ancienneté, alors que nous, les profs, nous n'avons même pas une soixantaine d'années. Donc, qui peut prétendre avoir créé tout ça? On fait que prendre ce que les gens ont fait pour le remettre. L'empreinte de l'enseignant, c'est d'expliquer. Mais personne ne peut prétendre qu'il a fait ça lui-même. Ce qui fait que tout ça, ça a été fait avant nous et on est en train de vous le présenter. Mais on peut faire un plus. Il y a l'empreinte de l'enseignant. Pourquoi s'arrêter uniquement avec ces deux formules? Si je peux faire ça ou pas? Non. Donc, il y a la formule 1, il y a la formule 2. Bon, je vais vous l'écrire sur le tableau. Voilà ce qu'on trouve sur les ouvrages de mathématiques financières. On trouve que MP plus 1 est égal à MP, facteur de 1 plus I à la puissance 1. Et MP plus 1, et MP plus 1, et MP plus 1 est égal à M1, facteur de 1 plus I à la puissance. Ça, on l'appelle formule 1, et ça, c'est la formule 2. Je reviens sur la puissance pour vous dire que ici, c'est un 1 qui vient de P plus 1 moins P. Donc, ça fait 1. Ici, ça sera combien? Ça sera P plus 1 moins 1. Donc, ça sera P. Pédagogiquement, c'est pas bien tout ça. Pourquoi? Parce que l'étudiant est en train d'apprendre deux formules. Les ouvrages de mathématiques, ils devraient présenter la formule de cette façon-là, dire que un amortissement MP est égal à un amortissement MQ, facteur de 1 plus I à la puissance. Ben, la puissance combien? P moins Q. C'est pas des maths. Troisième et dernière formule. C'est pas une troisième, c'est celle qui englobe ces deux. Cette formule, la troisième, elle est beaucoup plus forte, plus importante, plus intéressante. Là,
c'est comme si l'étudiant, il doit se dire, pour calculer un amortissement, je dois avoir l'une des deux choses. Soit l'amortissement précédent, soit le premier. Ben, c'est faux. Grâce à cette formule, comment je vais la lire? Un amortissement est égal à un amortissement. Ça veut dire, donnez-moi un point, un amortissement. Ça, c'est la colonne des amortissements. Si je me contente de ce qui est donné dans les ouvrages de mathématiques financières, pour établir cette colonne, il me faut soit le premier amortissement, et je pourrais remplir le reste, soit, j'efface tout ça, soit vous me donnez MP, un point là, vous me donnez un point là, et je peux déduire celui qui vient juste après. Cette formule vous dit, c'est pas la peine de se concentrer uniquement sur deux. Donnez-moi n'importe, pas le précédent. Ça, c'est le précédent. Ça, c'est le premier. Mais cette formule vous dit, donnez-moi un amortissement du tableau. Donnez-moi un amortissement du tableau quelconque. Et je pourrais vous calculer n'importe quel autre amortissement, que ce soit en haut ou bien en bas. Donc, cette formule, elle est beaucoup plus riche en informations que ces deux-là. Là, je répète pour la dernière fois, là, ça veut dire que pour compléter le tableau d'amortissement, il me faut soit le premier, soit l'avant-dernier. Celle-là, il vous dit, donnez-moi un amortissement. Imaginez que vous avez un tableau d'amortissement usé. Ben, pour établir toute la colonne, il suffit de connaître un seul, peu importe lequel. Et je pourrais établir toute la colonne du tableau d'amortissement. Alors, relation entre capital emprunté et amortissement, je vous laisse faire ça. C'est pas très important. Calcul du capital restant dû après paiement. Oui, ça c'est important. Alors, un paragraphe qu'on va voir, que je présente maintenant et qu'on va voir par la suite, une question qui est très importante à poser, est la suivante. Quel est le capital restant dû après paiement de la paye à manuité? Il me reste combien à rembourser? J'ai contracté un crédit sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai payé, par exemple, pendant 5 ans. Et je me pose la question suivante, il me reste combien à payer? Cette question n'est pas innocente. Quand est-ce qu'on se pose cette question? C'est lorsqu'on veut racheter notre crédit. Soit pour entamer un deuxième, soit parce que les taux ont baissé, je paie celui-là et je continue avec un taux inférieur. Donc, cette question se pose et s'impose des fois, c'est de dire quel est le capital restant dû, combien je dois encore à la banque. Pourquoi je veux le savoir? Pour pouvoir le rembourser à l'avance et entamer autre chose. Ce calcul-là, on va le faire la séance prochaine. Merci de votre attention.